Après plusieurs analyses, l'enfant de 9 ans en vint à la conclusion que le meurtrier ne pouvait être que le vieil homme de la chambre 501. Les policiers toutefois restaient sceptiques. Selon eux, rien ne permettait de l'affirmer. Ils expliquaient qu'en l'absence de preuves, la justice ne pouvait arrêter personne, et que l'affaire ressemblait davantage à un simple cambriolage. Mais le garçon, sûr de lui, affirma que ce n'en était pas un. Il expliqua que l'auteur du crime avait volontairement désordonné la chambre, afin de faire croire à un vol et que, de surcroît, cet individu était extrêmement malin. Il avait même eu le temps d'essuyer le couteau et d'allumer la climatisation, pour préserver le corps, afin que personne ne puisse déterminer précisément l'heure du décès. Grâce à l'air froid, la scène du crime semblait parfaitement conservée. Selon le garçon, seul quelqu'un ayant déjà tué auparavant aurait pu maintenir un tel sang-froid et exécuter un plan aussi méthodique. Face à la logique implacable de l'enfant, les policiers restèrent un instant sans voix. Le garçon insista. Il fallait arrêter le résident de la chambre 501. S'il le faisait, disait-il, il pourrait ensuite prouver qu'il était bien l'assassin. La police se rendit alors immédiatement à sa chambre. C'est le garçon lui-même qui frappa à la porte. L'homme lui demanda ce qu'il faisait là, à une heure si tardive. Le garçon répondit qu'il devait lui parler. Au même moment, les policiers surgissèrent derrière lui pour procéder à l'interpellation. Cependant, au commissariat, le chef de police refusa de le mettre en garde à vue sans preuve tangible. La grande sœur du garçon et un autre policier plaidèrent néanmoins pour que l'enfant puisse exposer sa déduction. Le général finit par accepter, lui accordant 5 minutes. L'enfant affirma qu'il pouvait résoudre l'affaire dans ce délai. Lorsque l'interrogatoire commença, l'enfant déclara à l'homme de la chambre 500 qu'il était le meurtrier. Celui-ci protesta violemment. Selon lui, aucune preuve ne l'incriminait et il n'avait commis aucun crime. Il affirma être resté dans sa chambre toute la soirée. Le garçon répliqua calmement que ce n'était pas le premier meurtre qu'il commettait. Au contraire, il en avait probablement déjà commis plusieurs. Il expliqua que le tueur avait su tromper la police grâce à un plan parfaitement orchestré, et que d'après ses déductions, l'homme avait certainement changé d'identité à plusieurs reprises, parcourant différentes villes de Chine pour échapper à la justice. Voyant l'homme déstabilisé, le garçon affirma qu'il pouvait prouver que la femme avait été tuée bien avant l'heure estimée, mais que le meurtrier avait trouvé un moyen de faire croire qu'elle avait crié à un autre moment. Le suspect, toujours sur la défensive, répéta qu'il n'existait aucune preuve. Le garçon demanda alors à ce qu'on le conduise, avec le présumé assassin, dans la chambre où avait eu lieu le meurtre. Il expliqua que depuis la chambre 501, on distinguait clairement l'origine des bruits, contrairement aux chambres 502 et 505. Cela signifiait que le cri entendu par les voisins ne provenait pas de la chambre de la victime, mais bel et bien de celle du meurtrier. Ils prirent ensuite le téléphone du suspect et y retrouvèrent l'enregistrement de la voix de la femme, exactement le même cri que celui que les résidents des chambres voisines avaient entendu ce soir-là. En l'écoutant, ces résidents reconnurent sans hésitation le son et déclarèrent que c'était bien celui qu'ils avaient entendu cette nuit-là. Pris au piège, l'homme balbutia qu'il pensait avoir effacé toutes les traces de son téléphone. Le garçon répondit qu'il était impossible d'effacer totalement des données, sans qu'elles puissent être récupérées. À cet instant, l'homme craqua et avoua qu'il était non seulement l'auteur de ce meurtre, mais aussi d'autres crimes commis auparavant, sous l'effet d'impulsions qu'il ne contrôlait plus. Grâce à l'ingéniosité de l'enfant de 9 ans, l'affaire fut enfin résolue.